Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'était le 17 juin 1833. Nous sommes dans un restaurant de la rue de Richelieu, donc au cœur d'un quartier animé de Paris. C'est le quartier du boulevard des Italiens, qui à l'époque est très à la mode dans ce début de ce qu'on appelle la monarchie de Juillet, du règne de Louis-Philippe. C'est la fin du printemps donc, et François Bulot, qui est le directeur de la Revue des Deux Mondes, a décidé de réunir ses collaborateurs pour un dîner littéraire. Il a l'habitude d'organiser ce genre de dîner. Il y a là une jeune femme de 29 ans, à la chevelure noire, aux grands yeux sombres. Vous voyez tout de suite de qui je suis en train de parler, d'Aurore Dupin, bien sûr, qu'on appelle déjà George Sand. Elle contribue régulièrement à la Revue des Deux Mondes, depuis la sortie l'an passé de 2 romans, Indiana puis Valentine, qui ont eu un grand succès. Grâce à ces publications, George Sand a pu prendre son indépendance. Elle a laissé son mari. Il faut dire que son mari l'ennuie depuis des années. Vous savez, il boit. Bref, il n'était pas fait pour elle. Elle l'a laissé dans leur maison du Berry. Et maintenant, à Paris, elle se promène avec ses pantalons, ses redingotes et son chapeau de feutre. Elle a le fume-cigare et le cigare qui va avec. Elle écrit. Elle enchaîne surtout les relations amoureuses. Alors bien sûr, il y a eu l'écrivain Jules Sandeau, le jeune et beau Jules Sandeau, qui lui a donné l'idée de son pseudonyme, bien entendu. Si elle signe George Sand, c'est parce qu'au début, elle avait signé son tout premier roman J. Sand, et puis c'est devenu G. Sand, George Sand. C'était une brève idylle, mais qui l'a marqué. Elle a même eu une relation avec Mérimée, mais aussi avec une actrice, avec Marie Dorval, qui à l'époque fait la pluie et le beau temps dans le quartier très à la mode de la Nouvelle-Athènes. Bref, ce soir-là, son voisin de table est un jeune homme tout blond de 22 ans qui s'appelle Alfred. Et là encore, vous me voyez venir, c'est Alfred de Musset, bien sûr. Malgré son jeune âge, c'est un poète qui déjà fait parler de lui. Il a publié Contes d'Espagne et d'Italie. Il mène une vie de dandy, un petit peu dissolue. Et d'ailleurs, il n'apprécie pas beaucoup ce genre d'événement littéraire, là, ce genre de dîner, ce n'est pas son affaire. Mais après tout, il a cette voisine, belle, brune, belle, en tout cas, à la physionomie très particulière. Elle est un petit peu plus âgée que lui, elle commence à l'intriguer, et ce qui va naître entre ces deux-là, c'est une véritable inclination, pour ne pas dire déjà une attirance. Dans les heures qui suivent le dîner, Musset adresse à Sand quelques vers qu'il n'a pas encore publiés, ce qui fait que leur première relation sera une forme de conversation littéraire, si vous voulez, avec tout de suite une complicité intellectuelle entre les deux. Et puis soudain, alors que Musset, qui jusqu'alors jouait à l'ami, au complice, eh bien voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il lui écrit. Mon cher Georges, c'est d'ailleurs étonnant, hein, Musset écrit à George Sand, mon cher Georges, j'ai quelque chose de bête et de ridicule à vous dire. Je vous écris sottement au lieu de vous l'avoir dit. Vous allez me rire au nez, me prendre pour un faiseur de phrases dans tous mes rapports avec vous jusqu'ici. Vous me mettrez à la porte et vous croirez que je mens. Je suis amoureux de vous. Eh bien, c'est par ces quelques mots osés et téméraires, mais ces quelques mots inquiets aussi, c'est par ces quelques mots pas très poétiques de la part du jeune poète que commence une passion véritablement extraordinaire, une passion à rebondissement. Franck Ferrand sur Radio Classique. Musset a eu raison de se jeter à l'eau, car quelque temps après avoir trouvé le courage d'envoyer cette lettre, il est invité dans l'appartement de George Sand. On est quai Malaquais, 19 quai Malaquais, face à la Seine, dans le 6e arrondissement de Paris, ce qui est aujourd'hui le 6e. Quand l'écrivain n'est pas dans le Berry auprès de son mari et de leurs enfants, c'est dans ce 3 pièces lumineux, aux fenêtres fleuries, qu'elle a pris l'habitude de ses journées. Elle y passe vraisemblablement ses nuits à écrire. Vous savez qu'elle fume, elle boit du thé pendant la nuit, et elle écrit, puis la journée, elle dort et elle s'occupe. À la fin du mois de juillet, alors que Paris est en fête, que le roi Louis-Philippe passe en revue des milliers de soldats, les deux amants se laissent entraîner par les élans chaque jour plus fous
fougueux de ce qui devient une véritable passion. Dans les rues de Paris, il faut les imaginer, flânant sur les quais, à travers les jardins, ils n'ont Dieu que l'un pour l'autre. Et puis très vite, il y a cette envie de voyage, d'aller retrouver une intimité ailleurs, loin de Paris, loin des ragots. Alors on prend pour commencer la route de Fontainebleau, les amants s'installent à l'hôtel Britannique à Fontainebleau, qui existe toujours, qui est une excellente maison. Et tout à leur amour, eh bien, ils vont se promener dans cette magnifique forêt de Fontainebleau qui est en train peu à peu de devenir à la mode et qui deviendra bientôt le fief de tous les peintres de chevalet, vous savez. C'est dans cet écrin de verdure qu'a lieu un premier événement étrange, prélude à de nombreuses tempêtes qui vont agiter la relation entre Musset et Sand. Alors qu'ils sont en train de se promener, Musset est pris d'un seul coup de ce qu'il faut bien appeler des hallucinations. Il a l'impression de voir son double. Cette hallucination, George Sand la raconte dans son livre « Elle et lui ». Elle l'avait suivi des yeux sur la pente du rocher jusqu'à ce qu'il fût entré dans l'ombre épaisse du ravin. Elle ne le voyait plus et s'étonnait du temps qu'il lui fallait pour reparaître sur le versant de l'autre monticule. Elle fut prise d'effroi, il pouvait être tombé dans quelque précipice. Elle se levait pour essayer de l'appeler lorsqu'un cri d'inexprimable détresse monta jusqu'à elle, un cri rauque, affreux, désespéré, qui lui fit dresser les cheveux sur la tête. Il avait eu une hallucination. En même temps, George Sand est tellement amoureuse que ça ne suffit pas à l'effrayer, cette espèce de chute mentale de son amant. Et de retour à Paris, ils sont plus amoureux que jamais, ils ne se quittent plus, et alors que l'automne est en train de s'installer, les amoureux vont se réfugier chez Georges, où ils vont travailler beaucoup et s'inspirer l'un de l'autre. C'est magnifique ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Musset écrit Fantasio, il se lance dans Lorenzaccio, à partir d'une trame qui, entre parenthèses, a été largement imaginée par George Sand. Et puis, comme il est dans cette atmosphère italienne, d'une certaine façon, l'idée vient de faire un voyage. Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas là-bas ? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas en Italie ? Et même l'idée qu'ils vont mûrir, c'est de se rendre à Venise. Seulement, les amants ne peuvent pas soupçonner que dans la sérénissime République de Venise, ce qui les attend, qui d'ailleurs à l'époque n'est plus depuis longtemps une république, ce qui les attend, ce sont de terribles et de cruelles désillusions. Alors là où Musset se montre subtil, c'est que d'emblée, il a saisi le point faible de cette belle brune atypique, un petit peu trop virile aux yeux de ses contemporains, avec ses beaux yeux mélancoliques et troublants. Il a compris à quel point la maturité frustrée de George Sand exacerbait en elle des pulsions qu'on doit pouvoir qualifier de maternelles. Et d'ailleurs, il lui écrit « Je vous aime » comme un enfant, sous-entendu, comme un enfant aimerait sa mère. Elle a trouvé l'enfant qu'elle cherchait, si je puis dire, et lui a trouvé la bonne façon de la séduire. Georges lui a donc depuis longtemps consacré maintenant toute sa vie, toute son inspiration. Ils ont l'intention de se rendre en Italie. Ils veulent faire ce grand voyage. Début décembre, Bulot a accordé une avance de 4000 francs à George Sand sur son prochain roman, Jacques, ce qui va permettre de financer en partie le séjour, qui va se révéler en fait beaucoup plus coûteux que tout cela. Alors, il a fallu demander à Madame Musset l'autorisation d'emmener son fils. Elle a fini par donner son accord, mais non sans une certaine appréhension. Et c'est le 12 décembre 1833 que les amants sont montés dans la malle-poste qui les a emportés vers Lyon. Ensuite, ils ont pris un bateau à vapeur pour descendre le Rhône jusqu'à Marseille. D'ailleurs, sur le bateau à vapeur, ils ont rencontré Stendhal, ça ne s'invente pas. Stendhal était parti, lui, de son côté, rejoindre son consulat de Civitavecchia. Et il y a un dessin célèbre de Musset qui immortalise cette rencontre. Et d'ailleurs, dans l'histoire de ma vie, George Sand nous dit, à propos de Stendhal, « Nous soupâmes avec lui et quelques autres voyageurs de choix dans une mauvaise auberge de village. Il fut là d'une gaieté folle, se grisa raisonnablement et, dansant autour de la table avec de grosses bottes fourrées, devint quelque peu grotesque.
et pas joli du tout. Il faut dire que Stendhal, évidemment, était devenu ce personnage un peu fantasque qu'il sera dans les derniers temps. Ariane Charton, dans Les couples illustres de l'histoire de France, nous raconte: en arrivant à Gênes, Sand est prise d'une fièvre qui ne la quittera pas pendant leur bref séjour en Toscane et jusqu'à leur arrivée à Venise. Et oui, lorsque nous imaginons, nous aujourd'hui, ce voyage en Italie des amants Sand et Musset, lorsque nous essayons de refixer à notre mémoire un certain nombre des images de ce séjour à Venise, au Danieli, c'est la maladie de Musset qui nous vient à l'esprit. C'est un Musset au bord du tombeau que nous voyons. Eh bien, la première à être tombée malade, et celle peut-être qui a commencé par transmettre la maladie à Musset, c'est George Sand, ce qu'on a souvent tendance à oublier. Ils arrivent à Venise le 31 décembre. Le couple descend donc dans le célèbre hôtel Danieli, qui à l'époque n'est pas encore tout à fait aussi célèbre. Ils vont beaucoup contribuer d'ailleurs à la réputation de l'établissement. George Sand est donc atteinte de dysenterie, elle doit garder le lit. Et Musset, pendant ce temps-là, évidemment, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne rend pas sa maîtresse très attrayante, ce qui est en train de lui arriver. Donc, pendant ce temps-là, eh bien, il la délaisse pour aller explorer la ville de jour, dans un premier temps, de façon relativement sage, autant qu'un Musset peut l'être, et puis bientôt la nuit. Il est à Venise, sur les traces de Casanova et de Byron. Il vit ses débauches, nous dit Ariane Charton. Il vit ses débauches à la vénitienne qu'il avait décrite avec pittoresque dans Contes d'Espagne et d'Italie. Et oui, finalement, j'allais dire, il est pris à son propre piège. En tout cas, il est pris à son propre jeu, Alfred de Musset, dans cette affaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Venise, en hiver, n'a pas séduit George Sand. C'était une nuit de janvier sombre et froide, raconte-t-elle. Nous descendîmes à tâtons dans une gondole. La fièvre me jetait dans une apathie profonde. Je ne vis rien. J'avais le frisson et je sentais vaguement qu'il y avait dans cet embarquement quelque chose d'horriblement triste. Cette gondole noire, étroite, basse, fermée de partout, parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, les gondoles étaient fermées. Cette gondole ressemblait à mes yeux à un cercueil. Et en fait, Musset va tomber malade, même assez malade pour tout vous dire. Et c'est Georges qui, désormais, non pas va profiter de la maladie de Musset pour se promener, parce qu'elle est beaucoup plus fidèle, elle est beaucoup plus maternante, ça ne vous surprendra pas. Elle va passer beaucoup de temps au chevet du malade, bien sûr. Elle est là à constamment le soigner. Rapidement, nous raconte encore Ariane Charton, il est en proie à une forte fièvre et à des crises de démence plus violentes que celle de Fontainebleau. La nuit dernière a été horrible, raconte Sand. 6 heures d'une frénésie telle que malgré 2 hommes robustes, il courait nu dans la chambre. Des cris, des chants, des hurlements, des convulsions. Il a failli m'étrangler en m'embrassant. Pendant une dizaine de jours, le malade est entre la vie et la mort, et Sand, affolé, nous dit Ariane Charton, ne quitte pas son chevet un instant, profitant des moments de calme pour travailler au texte promis à son éditeur. Je vous rappelle que c'est quand même grâce à l'avance consentie par l'éditeur que ces deux-là sont en ce moment en vacances à Venise. Pour payer le séjour au Danieli qui se prolonge, Musset étant d'abord intransportable, elle devra même demander une nouvelle annonce au patron de la revue des Deux Mondes. Musset est soigné par le docteur Pietro Pagello, qui s'était déjà occupé de Georges, un docteur de 26 ans, aussi compétent que charmant, et qui fait la cour à la femme de lettres. Et voilà, un des rebondissements de cette affaire Sand-Musset. Pendant une semaine, le médecin va passer la majeure partie de ses nuits au chevet d'Alfred de Musset. Alors on se dit qu'il est d'une conscience professionnelle extraordinaire, à moins qu'il ne soit déjà complètement amoureux de la belle étrangère ou de l'étrange beauté. Vers la fin du siècle, le fils de Pietro Pagello, qui s'appelait Giusto, dira « Mon père aimait la jolie étrangère pour son génie, pour sa bonté. Il en était à la vérité fort épris. » Alors, Pagello et George Sand vont vivre à leur tour une véritable passion. Dans un premier temps, ils ne se sont dévoilés vraiment ni l'un ni l'autre. Et puis, un jour, Pagello voit Sand qui est en train d'écrire de fiévreusement une lettre extraordinaire de plusieurs feuillets qu'elle plie rageusement, qu'elle installe dans une enveloppe. Elle tend l'enveloppe au médecin et le jeune médecin dit « À qui dois-je la remettre ?»
Et George Sand lui répond « Au stupide Pagello ». Cette lettre célèbre, elle n'a été révélée que bien plus tard. Cette lettre au stupide Pagello dit « Nés sous des cieux différents, nous n'avons ni les mêmes pensées ni le même langage. Avons-nous du moins des cœurs semblables? Le tiède et brumeux climat d'où je viens m'a laissé des impressions douces et mélancoliques. Le généreux soleil qui a bruni ton front, quelle passion t'a-t-il donné? Je sais aimer et souffrir, et toi, comment aimes-tu? Oh, quand je te verrai calme, écrit plus loin dans la même lettre George Sand, quand je te verrai calme, saurai-je si tu penses ou si tu te reposes? Quand ton regard deviendra languissant, sera-ce de tendresse ou de lassitude? Si tu étais au moins un homme de ma patrie, je t'interrogerais, tu me comprendrais. Mais je serais peut-être plus malheureuse encore, car tu me tromperais. Toi, du moins, tu ne me tromperas pas, tu ne me feras pas de vaines promesses et de faux serments. Tu m'aimeras comme tu sais et comme tu peux aimer. Ce que j'ai recherché en vain dans les autres, je ne le trouverai peut-être pas en toi, mais je pourrais toujours croire que tu le possèdes. Quelle extravagante lucidité de la part de celle qui est à son tour en train de tomber amoureuse et qui va quitter l'hôtel d'Agnelli, et Musset d'ailleurs au passage, pour aller s'installer avec Pagello au centre de Venise, à San Fantino, dans un petit appartement où ils vont devenir les réprouvés de la cité des Doges. Parce qu'il faut savoir qu'à Venise, on ne prend pas pour maîtresse une Française de mauvaise réputation. Et la clientèle de Pietro va se détourner de lui, et sa famille elle-même va se détourner de lui. On va être bientôt obligé de quitter Venise. Je cite Raoul Van Hout. À l'arrivée de l'été, on s'accorde tout de même quelques distractions. Vérone, le lac de Garde, Milan, Genève, mais brusquement, fin juillet, George Sand, qui n'a pas vu ses enfants depuis 8 mois, décide de regagner Paris. Pagello devra-t-il l'accompagner? Mais bien sûr, le bon jeune homme, devenu parfaitement aboulique, comme l'insecte paralysé par la piqûre de l'éper, suivra sa maîtresse, son maître plutôt, sans discuter. Cependant, toujours lucide, de cette expatriation il augure le salut. Je compris du coup que j'irais en France et que j'en reviendrais sans elle. Évidemment, et voilà à Paris, on est dans les premiers jours d'août, mais à l'époque, tout est déjà fini entre eux. Elle est reprise par son espèce de grande vie parisienne. George Sand a installé Pagello dans un petit hôtel de la rue des Petits Augustins. Elle l'a présenté à quelques professeurs en médecine et puis basta, si vous me passez l'expression. Il va être soumis à beaucoup d'incertitudes et il finira même par rendre quelques visites à Alfred de Musset qui le recevra avec une certaine courtoisie parisienne, mais sans aucune chaleur, je n'ai pas besoin de vous le dire. Étrange époque, étrange mœurs, étranges gens qui peut-être avaient compris ce que nous-mêmes peinons à comprendre.